Bonjour à tout le monde, je suis très content de me retrouver une fois de plus dans le bureau de Vincent Tribou, mais pas avec Vincent Tribou pour une fois, avec Anne-Hélène Claire. On a fait beaucoup de vidéos avec beaucoup de thérapeutes, mais jamais avec toi, ça nous manquait, donc je suis très content que tu aies accepté de faire une vidéo avec nous sur un sujet qu'on a déjà évoqué par un témoignage de quelqu'un qui est bien connu de l'AFTOC et des personnes qui suivent le petit monde du TOC, qui est Audrey Gonnet. On mettra d'ailleurs le lien de son témoignage en description, parce que je pense que ce sera un bon complément avec ce qu'on va se dire ce soir. Et donc on va parler ce soir de la stimulation cérébrale profonde, qui est un sujet dont on entend de plus en plus parler, on a de plus en plus de questions là-dessus. Et je voudrais juste dire une chose, c'est qu'on n'est évidemment pas là, nous, AFTOC, pour faire la promotion ou la publicité de cette opération. En revanche, c'est un sujet d'étude, c'est quelque chose qui se pratique de plus en plus, donc il est important de faire la lumière sur ce domaine-là. Et donc, pour commencer cette vidéo, est-ce que tu peux commencer tout simplement par te présenter, même si je pense que beaucoup de celles et ceux qui nous regardent te connaissent déjà. Oui, déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Moi aussi, je suis contente de faire cette vidéo parce que je pense que c'est important de communiquer et d'expliquer un petit peu ce qui se fait dans le traitement des TOC notamment. Donc moi, je suis Anne-Hélène Claire, je suis psychiatre, psychologue aussi et docteur en neurosciences. Et ça fait de nombreuses années maintenant que je m'intéresse à la façon dont fonctionnent les TOC. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on a des TOC et comment on peut utiliser aussi ces connaissances pour essayer de perfectionner, d'améliorer nos techniques de soins. Que ce soit en thérapie cognitive et comportementale, donc je fais des TCC, ou que ce soit aussi notamment avec d'autres techniques un petit peu plus invasives pour le coup, même beaucoup plus invasives, comme la stimulation cérébrale profonde que j'ai beaucoup étudiée pendant mes années de recherche. Eh bien, très bien, et avant de faire la transition avec la première question, qui va être de savoir ce que c'est, on peut dire aussi, parce qu'on l'a fait avec Vincent, que tu as coécrit l'ouvrage Comprendre et traiter les TOC, qui figure en tête de notre bibliographie, et donc on remettra les références, même si c'est un livre là aussi qui est bien connu. Donc pour entrer dans le vif du sujet sur la stimulation cérébrale profonde, est-ce que tu peux simplement dire ce que c'est, en quoi ça consiste, que cette opération? Oui, alors déjà, effectivement, c'est une opération. Ça, je pense que c'est vraiment la base. Donc, c'est un acte chirurgical. Et ça consiste à mettre dans le cerveau une petite électrode de chaque côté de chaque hémisphère. Une petite électrode qui va venir cibler une partie précise du cerveau, qui va diffuser un courant et qui va moduler l'activité du cerveau. Changer la façon dont fonctionne le cerveau. Cette petite électrode, donc, au cours de cette opération, elle est placée de façon très minutieuse. Et après, on a un fil qui passe sous la peau, qui est aussi placé au cours de l'intervention, et qui est relié à un générateur, une pile en fait. Souvent, on la place au niveau de l'abdomen, pareil, sous la peau aussi, donc ça ne se voit pas. Et cette pile, elle va servir à diffuser justement le courant. On y reviendra peut-être après, mais c'est vraiment une opération, j'allais dire, d'exception. Hein. C'est pas quelque chose qui se fait de façon courante, donc ça reste vraiment encadré et pratiqué dans certains hôpitaux. D'accord. Et historiquement, il se dit, ce qu'on entend dans les groupes de parole, que c'était une opération qui est ancienne, mais qui n'était pas du tout destinée au TOC au départ, mais plutôt à des maladies style Parkinson. Est-ce que c'est vrai? Quel est l'historique en fait de cette... Et peut-être la question d'après, c'est pourquoi est-ce qu'on l'applique au TOC? Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est mis à appliquer cette opération? La rumeur est vraie. La rumeur est vraie. Ce n'est pas une fake news. Non. C'est vrai qu'à la base, dans les années 80, ça a été appliqué à des patients atteints de la maladie de Parkinson. Et là, on s'est rendu compte qu'en allant justement stimuler, en allant moduler l'activité d'un petit noyau au cœur du cerveau, on arrivait à diminuer de façon spectaculaire les symptômes de la maladie de Parkinson. Et ça a été, mis en évidence dans les années 80 à Grenoble. Par un neurochirurgien, le professeur Benabid, qui a mis ça en évidence. Donc c'est quelque chose à la base très français. Hein. Enfin, voilà. Et ensuite, ça s'est développé. Pour la maladie de Parkinson, aujourd'hui, c'est une opération qui est faite de façon assez courante. Donc on connaît bien, on a maintenant plus de 40 ans d'expérience sur cette chirurgie-là. Aujourd'hui, on opère pratiquement un patient par semaine à la Pitié, dans d'autres centres aussi. Donc ça reste quelque chose de très courant. Et c'est vrai que jusque-là, c'était réservé, on va dire, surtout à des maladies neurologiques.
La maladie de Parkinson, c'est la tête de liste. Ça a été appliqué aussi à d'autres maladies qui touchent le mouvement. On voit par exemple les dystonies très sévères. Dystonie, c'est quand on a des contractions comme ça d'une partie souvent d'un groupement musculaire. Le tremblement essentiel aussi. Ce sont des personnes qui tremblent comme ça de la tête. Et puis les tics, dans la maladie de la Tourette. Ouais. Voilà. Ça a été aussi proposé chez ces patients-là. Et en fait, ce qui est, enfin, j'allais dire c'est drôle. Non, moi je trouve ça hyper intéressant, un petit peu magique. Je trouve que ça fait partie de la magie de la science. Il y a un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant, ouais, même bien une bonne vingtaine d'années, c'était à la Pitié-Salpêtrière et on opérait régulièrement donc, des patients parkinsoniens. Et c'est vrai que on a souvent cette évaluation assez méticuleuse des patients avant la chirurgie, aussi après la chirurgie. C'est des patients qu'on suit beaucoup. Et des collègues psychiatres ont découvert que des patients parkinsoniens en post-opératoire étaient très améliorés de leur maladie de Parkinson, mais aussi n'avaient plus de TOC. C'est-à-dire qu'avant, ils avaient la maladie de Parkinson et des TOC, et après l'opération, plus de maladie de Parkinson, enfin en tout cas plus les symptômes de la maladie de Parkinson, et non plus les symptômes du TOC. Et là, on s'est dit, ah ouais, quand même, ça pourrait être intéressant, parce que est-ce qu'on pourrait pas essayer de proposer ça à des personnes qui ont que des TOC? C'est comme ça que c'est venu, c'est par le constat. C'est comme ça que c'est venu. Et je trouve que alors, la découverte scientifique, si on peut dire ça, cette évaluation scientifique, elle est intéressante et en soi, dans le contenu, mais je trouve que la démarche est aussi intéressante et ça montre à quel point le fait d'être attentif, d'être méticuleux dans l'évaluation de nos patients, que ce soit aussi des activités qui soient faites dans des centres hospitalo-universitaires, ça montre à quel point ça peut faire évoluer la science aussi quelquefois. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'avancées scientifiques comme ça qui ont été faites sur des erreurs ou des constats, des constats qui n'étaient pas voulus au départ, hein, c'était pas l'objectif. Mais voilà. Écoute, c'est plutôt une belle histoire. On va voir dans quelle mesure avec toi ça marche vraiment pour le TOC. Avant ça, là aussi, alors c'est pas vraiment une rumeur, mais c'est le retour des patients, parce qu'il y a un peu cette tentation chez les malades de TOC, qui sont notamment en échec de TCC, de la solution miracle. Ouais. Et donc de gens qui parfois voudraient faire ça presque en première intention. Donc la question que je voudrais te poser, c'est à quel moment il faut envisager l'ASCP pour le TOC? Oui. Alors, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on va proposer en première intention. Bien sûr que non. Parce que en médecine, on essaye toujours d'évaluer le rapport entre les bénéfices attendus et le risque en soi. On se doute qu'il y a beaucoup moins de risques à faire, par exemple, une thérapie cognitive et comportementale si on a un TOC que de se faire opérer du cerveau. Je pense que là, ça... débat là-dessus. Ouais, ça va. C'est pareil, il y a aussi beaucoup moins de risques de prendre un traitement médicamenteux que de se faire opérer du cerveau. Donc, si on peut essayer ces techniques-là et que ces techniques-là, elles marchent, tant mieux. On préfère faire ça. Donc, la stimulation cérébrale profonde, c'est aujourd'hui réservé à des patients pour qui... la thérapie cognitive et comportementale ne fonctionne pas, n'a pas fonctionné. En général, on se dit qu'il faut au moins 2 thérapeutes différents, ou en tout cas qu'on ait essayé suffisamment longtemps. Il faut aussi qu'il y ait les traitements qui ne marchent pas. Mais là aussi, peut-être qu'on peut renvoyer vers la vidéo du professeur Mallet. Voilà, il faut vraiment, j'allais dire, des traitements reconnus comme efficaces dans le TOC, à des doses suffisantes et à des durées suffisantes. Donc ça, c'est toute une combinaison de traitements. On a vraiment des lignes qu'on suit en disant il faut essayer tel médicament, puis tel autre, puis tel autre, puis tel autre. Et effectivement, quand tout ça ne marche pas, donc on dit qu'on a un TOC résistant. Et si on a aussi un TOC sévère,
qui va nous handicaper dans le quotidien, nous empêcher de travailler, gêner notre vie familiale, qui va avoir un énorme impact sur notre qualité de vie, bah, là on peut se dire que vu tous les côtés négatifs qu'on a, c'est-à-dire on a quelque chose de très sévère, sur quoi rien ne marche, on n'arrive pas à avancer, là oui peut-être qu'on peut se dire qu'on va prendre le risque de proposer une intervention chirurgicale. En sachant, je dévie un peu de la liste des questions, que ça prend du temps. C'est-à-dire que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je crois qu'il y a un protocole qui prend à peu près un an, qui est assez strict. Donc bon, voilà, c'est pas quelque chose qui se fait aussi très, très facilement. Peut-être même qu'administrativement, il y a peut-être... Alors il y a plein de raisons à ça. Je dirais une des raisons de base et assez évidente, c'est que ces opérations-là sont faites dans des protocoles de recherche. Donc avant de rentrer dans un protocole de recherche, il y a des étapes obligatoires où vous allez rencontrer plusieurs spécialistes et pour bien vérifier que vous correspondez bien aux critères d'inclusion dans ce protocole-là. Ça peut prendre un peu de temps. Il y a des examens aussi à faire avant l'opération, ça aussi ça prend du temps. Et puis j'allais dire, il y a aussi quelque chose qui souvent est fait par nos collègues spécialistes des TOC résistants, c'est que on veut s'assurer que le TOC est bien résistant. C'est-à-dire qu'on va vraiment reprendre tout l'historique, tous les traitements qui ont été utilisés, et puis on va aussi bien préparer le patient parce que c'est pas rien de se faire opérer. Et donc on préfère se dire, bah, vaut mieux prendre un petit peu de temps, mais que ce soit, j'allais dire, bien fait, et aussi que tout le monde soit content et tout le monde aille dans une direction positive plutôt que de se dire allez bonjour on vous opère et puis finalement bah ouais non, c'est pas rien en fait. On va y revenir. Avant ça, la question que j'ai envie de poser, c'est quel est l'effet visé sur le cerveau? Alors sans rentrer, parce que c'est un domaine qui est complexe évidemment, on l'a vu un peu avec Luc Mallet, mais quels sont les effets? On essaye d'agir sur quoi et quelle est la mécanique visée avec cette opération? Alors déjà, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que moi j'aime bien répondre de façon un peu provocante. Quand on me pose ces questions, je dis je sais pas. Et on sait pas. C'est ce que disait Luc Mallet sur les antidépresseurs. On sait pas pourquoi ça marche, mais ça marche. Non, il faut être honnête quelque part. Moi, je suis souvent honnête avec mes patients. Je dis la vérité, c'est qu'on sait pas. Après, moi, tout ce que je peux vous donner, ce sont des hypothèses. Ce sont des hypothèses de travail et je peux pas vous dire, j'ai pas de certitude. L'hypothèse qu'on a, c'est que quand on a un TOC, quand on souffre d'un TOC, on a un ensemble de zones dans notre cerveau qui dysfonctionnent. Donc ça ne veut pas dire qu'elles sont détruites, ça ne veut pas dire que c'est foutu, que c'est lésé, que c'est... Voilà. Ça veut dire que ça fonctionne mal. Et ces zones qui fonctionnent mal, elles sont en partie à la surface du cerveau, donc au niveau du cortex, et en partie à des structures sous-corticales à l'intérieur du cerveau, avec un ensemble de petits noyaux qu'on appelle les ganglions de la base. Et on renvoie là-dessus, d'une part à votre livre, où vous expliquez très bien le modèle, il est très bien fait, le modèle neurocomportemental, et la première vidéo qu'on avait faite avec Vincent, où on explique ça sous forme de vidéo. Donc il y a ce cortex préfrontal, mais c'est basé aussi sur un dysfonctionnement de la sérotonine. Alors certainement, l'un n'est pas incompatible avec l'autre. C'est-à-dire que probablement que la sérotonine intervient dans ce dysfonctionnement-là, de ces relations entre le cortex et les ganglions de la base qui forment des boucles. Il n'y a certainement pas que ça. Mais on n'en est même pas sûr de ça. On n'est même pas sûr. Cette hypothèse-là, elle vient des médicaments, essentiellement. C'est parce que les médicaments influencent la sérotonine que du coup, on se dit il doit y avoir un problème de sérotonine dans le TOC. D'accord. C'est né en partie de... il y a quelques preuves ensuite scientifiques qui viennent appuyer ça. Mais en tout cas, la base de cette réflexion-là, elle était, encore une fois, sur l'observation de l'effet d'un médicament sur les symptômes. Et donc la stimulation cérébrale profonde, elle vient agir sur ces dysfonctionnements-là, puisque les électrodes, l'extrémité de l'électrode, elle va aller se loger. En général, ce qu'on cible, c'est des noyaux des ganglions de la base. Les ganglions de la base qui sont liés au mécanisme de l'apprentissage et de l'habitude. Si exactement. Je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Alors, c'est entre autres lié à ça. C'est lié, on voit aussi dans le contrôle moteur, puisque les patients parkinsoniens, on cible le même petit noyau que les patients qui ont des TOC quand on fait de la stimulation cérébrale profonde. Donc, c'est impliqué dans les routines, la génération de routines, d'automatisme, aussi dans le côté coordination des mouvements, fluidité des mouvements. Et c'est vrai qu'on va
moduler ce circuit-là. On ne sait pas exactement comment, mais en tout cas, on vient perturber le lien entre les ganglions de la base et le cortex préfrontal, qui serait dysfonctionnel dans le TOC. Ça, c'est l'hypothèse qu'on fait de façon assez globale, mais encore une fois, ça reste une hypothèse. Mais donc on constate qu'elle a une certaine efficacité. Oui. Et justement, c'est la question que j'allais te poser aujourd'hui. Que disent les études, s'il y en a, sur l'efficacité de la SCP, Oui. sur le TOC spécifiquement, Oui. et est-ce qu'on a suffisamment de recul? On en voit peu, j'ouvre et je ferme une parenthèse, en groupe de parole, on en voit assez peu. Oui. Et les chiffres qui circulent, c'est qu'il y en aurait eu finalement assez peu, de l'ordre de quelques centaines, mais est-ce que ça suffit pour dire que ça marche pas enfin... Alors, si on repart un petit peu dans l'histoire, les premiers patients, ils étaient 2, hein, les patients parkinsoniens qui avaient aussi des TOC, ils étaient 2. Et puis, à la suite de ça, il y a eu un premier protocole national français qui a été lancé, où là, on a inclus donc des personnes qui avaient des TOC sévères et résistants, pas de maladie Parkinson, que des TOC. Et là, il y en avait 16. 16 patients qui ont été opérés dans toute la France. Et sur ces 16 patients, on a vu qu'on avait environ près de la moitié des patients qui avaient une bonne diminution de leur TOC dans les 3 mois après la stimulation. Donc on a été très encouragés. Dans les 3 mois, c'est sur 3 mois ou au bout de 3 mois? Au bout de 3 mois de stimulation. D'accord. Donc on allumait la stimulation, on leur laissait 3 mois, et là on se rendait compte que les TOC chutaient de plus de 30%, une amélioration significative. En gros, il y avait un tiers des TOC qui s'en allaient. C'est déjà pas assez mal quand on a... Ce qui est bien quand on a un TOC résistant. C'est super, c'est jamais arrivé, donc on est hyper content. Et après, par contre, quand on éteint le stimulateur, les TOC reviennent. D'accord. Voilà. Donc ça, on a pu se dire, c'était une des premières preuves qu'on a apportées, en tout cas dans cette cible-là, pour dire que la stimulation cérébrale profonde a une efficacité significative chez environ la moitié des patients traités. Donc ça, c'était déjà très encourageant. Il y a d'autres cibles qui ont été aussi visées que cette cible-là, qui ont montré des résultats à peu près équivalents. Sur d'autres pathologies, tu veux dire? Non, d'autres groupes. En fait, il y a différents noyaux dans les ganglions de la base, et on peut cibler. Nous, en France, on fait beaucoup de noyaux sous-thalamiques. Et il y a aussi d'autres équipes en Europe ou ailleurs qui visent une autre partie des ganglions de la base, qui est le striatum. Voilà. Et là, on voit des résultats à peu près équivalents. Donc ça, c'était le premier protocole, en tout cas en France, comme ça, qui a été fait chez 16 patients. Il y a plusieurs questions qui viennent à la suite de ça. Moi, j'ai une des questions qu'on nous a posées le plus, peut-être, c'est de dire, bon, c'est bien, ça marche 3 mois, mais est-ce que ça marche plus? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'être guéri pendant 3 mois, c'est d'être guéri longtemps. Oui, voilà. Pourquoi pas définitivement. Oui, ce serait bien. Et là, donc, il y a quelques années, il me semble que c'était en 2019, il y a une étude qui a été publiée où on a suivi ces patients pendant 3 ans avec le stimulateur allumé. Et là, on a montré qu'il y avait une bonne amélioration, qu'il y avait environ 3/4 des patients qui étaient améliorés. Donc, ce qui est quand même pas mal. Donc, finalement, non seulement l'amélioration, elle se maintient, mais elle aurait tendance à s'accentuer au cours du temps. Donc ça, c'est aussi très encourageant. On va venir après parce que sur les 3 ans, il y a quand même peut-être parlé d'un boîtier de piles, c'est qu'il faut faire des réglages régulièrement, donc c'est pas juste l'opération et après, on y reviendra, j'avais prévu de poser la question après. Oui. Donc en 2019, mais ça représente combien, enfin un échantillon de combien? Est-ce que ça suffit? Là, c'était nos 16 patients qu'on a suivis. Oui, c'est toujours ça. Et après, par contre, si on regarde d'autres études, récemment, il me semble que c'était en 2020, il y a une grosse étude, une étude plus importante en tout cas qui est sortie, qui a donné des résultats sur 70 patients, par exemple. Là, actuellement, cet été, il y a un protocole de recherche international, mais la France a énormément participé, qui a été fait sur une 60aine de patients qui ont des TOC, stimulés aussi. On n'a pas encore les résultats, puisque ça s'est terminé, mais c'est pour dire que on continue de recruter, on continue d'inclure des patients, et là, on commence à avoir des cohortes un petit peu plus importantes.
D'accord. Et quid de ce qui se passe dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis, souvent on regarde en Amérique du Nord Ouais. ce qui se passe sur le TOC, ils ont tendance à être Oui. en avance, mais il y a aussi des études, c'est aussi une technique qui est poussée dans d'autres pays. Oui, Ouais, oui. Alors ça, les résultats que je donne, enfin les 70 ouais, patients par exemple, alors il me semble que c'était européen. Mais en tout cas, c'est international. Enfin, la d'accord. littérature là-dessus, on n'a pas des milliers de patients Ouais. Donc on peut dire, TOC stimulés. pas encore, mais en tout cas que donc il y en a de plus en plus quand même, et Oui. que les résultats tendent à montrer que ça a une efficacité Oui. durable. Oui. Ouais. En fait, les résultats sont hyper encourageants. Donc, ça nous incite à la fois à faire d'autres protocoles parce que, quelque part, nous, en tant que médecins, on sait qu'on va proposer une technique qui a quand même des chances de marcher. Donc, c'est encourageant. On a envie de la proposer à nos patients. Et puis aussi parce que ça nous fait poser des questions supplémentaires et qu'on a aussi envie d'affiner ces techniques-là pour être encore plus performants. En fait, on sent qu'on est sur la bonne piste. Ouais, bien sûr. Donc, on a envie de le faire encore plus. Alors, la question que j'ai envie de te poser maintenant, c'est, on sait qu'avec les antidépresseurs, d'ailleurs Luc Mallet parle d'anti-obsession, Ouais. tu as moins d'obsession, donc tu as moins de compulsion, donc tu as moins de TOC. Mais Ouais. si tu arrêtes les antidépresseurs, ça peut revenir. Ouais. La TCC, tu joues plutôt sur la compulsion, c'est-à-dire tu apprends à tolérer l'angoisse, à t'empêcher, après il y a des protocoles, on voit aussi aux vidéos qu'on a faites avec Vincent, avec la stimulation cérébrale profonde, les effets attendus, c'est quoi? Tu as moins d'obsession, tu as les obsessions, mais ça génère pas de besoin de faire un rituel. Comment ça s'exprime chez une personne qui a été opérée? Elle est dure cette question. Ah, Elle est dure. il n'y a peut-être pas de réponse. Je pense qu'elle est dure parce que ça revient, je pense, au problème d'effectif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de patients pour pouvoir faire des analyses suffisantes pour répondre à des questions aussi fines. Moi, ce que je peux donner, c'est mon impression clinique. Puisque j'en ai suivi quelques-uns et je continue à en suivre des patients qui ont été opérés et qui vont être opérés. En fait, ce que je vois entre avant et après l'opération, c'est que les patients décrivent une plus grande facilité à chasser le TOC, à ne pas obéir au TOC. Donc je dirais qu'à la fois, disons que les exercices sont plus faciles. J'ai l'impression que c'est une action un petit peu plus globale que ce qu'on fait en thérapie, où on va vraiment cibler le comportement. Là, vraiment, on sent une facilité dans les exercices, une facilité d'exposition. J'ai une patiente qui dit, on a le droit de dire des gros mots sur cette vidéo. On a le droit de dire. On a le droit de dire. On l'a fait avec Voilà. Vincent. J'ai une patiente qui me dit, j'arrive plus à dire ta gueule au TOC. Voilà. Et je trouve que c'est assez parlant. C'est-à-dire qu'on arrive davantage à chasser, peut-être pas forcément l'obsession, mais en tout cas à passer à l'action. Et à s'exposer, ou alors à ne pas éviter, ou à ne pas faire ce que le TOC veut. Ça m'a même une question que j'avais prévu de te poser plus tard. C'est est-ce que c'est une opération magique, c'est-à-dire concrètement, est-ce que malgré l'opération, tu dois continuer à faire un travail en TCC ou à prendre des médicaments? Ou est-ce que l'opération se suffit à elle-même? Alors, moi, c'est pas magique. Désolée, mais c'est important, c'est hyper important de le dire, et le témoignage d'Audrey va aussi dans ce sens-là. C'est hyper important. Alors, c'est pas magique pour plusieurs raisons, parce que déjà, quand on entend magique, pour moi, en tout cas, dans mon idée, il y a un côté tout ou rien. Et donc, c'est pas j'ai 100% de TOC et je me réveille dans la salle de réveil ou dans ma petite chambre de neurochirurgie et tous mes TOC ont disparu. Ça, du 0 à 100, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup et surtout, c'est pas comme ça. Voilà, ça c'est vraiment... c'est important de le dire parce que c'est une idée reçue. C'est un travail qui continue. Alors, il y a ce côté temps. C'est vrai qu'on a abordé un petit peu cette notion de réglage. C'est-à-dire une fois qu'on est opéré, on sort de l'opération, on se réveille en neurochirurgie et là, le travail, il n'est pas fini. Là, on a juste le matériel pour faire le travail. Donc, une fois qu'on a ça, il va y avoir toute une étape nécessaire qui va prendre du temps où on va faire ce qu'on appelle les réglages, c'est-à-dire qu'on va trouver le bon endroit où stimuler chez cette personne-là à la bonne intensité, avec les bons paramètres. Nous, on a tout un tas de paramètres comme ça qu'on va moduler pour avoir le meilleur effet possible sur les TOC et le moins d'effets indésirables. Donc, on va chercher cette balance. Et
pour pouvoir voir l'effet sur les TOC, ça ne se voit pas en un claquement de doigts, comme c'est chez les patients parkinsoniens. On appuie sur le bouton, ils arrêtent de trembler. Là, chez les personnes qui ont des TOC, il faut attendre des semaines, parfois même quelques mois, 2 mois, 3 mois, pour pouvoir voir les effets sur les TOC. Donc tout ça, vous voyez, ça fait des étapes. C'est-à-dire si on dit j'ai fait un réglage que je pense bien, je vois pas trop d'effets indésirables, pour savoir si ça va marcher sur vos TOC à vous, il va falloir que je vous revoie dans 2-3 mois. Et là, on se revoit et peut-être qu'on va devoir remodifier parce que ça n'a pas marché ou pas assez bien marché. Voilà. Et ta question, tu as dit on fait les réglages. Est-ce que c'est la personne qui opère qui fait les réglages ou est-ce que comment ça, là c'est très concret, mais tu vois, si la personne qui a opéré part à la retraite, est-ce que c'est gênant pour les réglages ou pas? Alors souvent c'est pas le neurochirurgien qui fait les réglages, c'est le psychiatre. D'accord. Mais par contre le neurochirurgien il va quand même suivre un peu le patient. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est pas lui qui fait les réglages qu'il le voit plus. Il y a notamment tout l'aspect, on va dire, technique, chirurgical. Il faut vérifier que ce soit bien cicatrisé, qu'il n'y ait pas d'infection, que le matériel soit bien toléré, que ça frotte pas, que ça fasse pas mal, etc. Donc ça, il y a un suivi par le neurochirurgien. Si c'est pas celui qui a opéré le patient, j'allais dire c'est pas grave, souvent c'est celui qui a opéré le patient en général, mais du moment que c'est quelqu'un qui connaît cette technique, voilà. Après, pour ce qui est des réglages en soi, c'est le psychiatre qui les fait, ou du moins l'équipe de psychiatrie, qui collaborent, parce que c'est aussi, on prend l'avis des psychologues, on prend l'avis des infirmières, si le patient a été hospitalisé, comment ça se passe, est-ce que vous avez vu des trucs, etc. Et l'équipe de psychiatrie fait les réglages ensuite. Une question très concrète, mais faire les réglages, tu as dit il y a un fil qui est relié à un boîtier, c'est quoi? C'est par une télécommande, ça marche comment concrètement? Alors, il y a différents modèles, mais en gros, on a une tablette et on va se connecter. Alors bien sûr, c'est très sécurisé, c'est pas comme si je me connectais à votre téléphone. Ça marche pas. Heureusement, on s'en doutait, mais quand même, voilà, c'est tout à fait sécurisé. Mais on va se connecter au boîtier du patient qui est juste à côté de nous et on va avoir accès aux données de son stimulateur. Et c'est sur notre tablette que nous, on va pouvoir décider telle électrode de tel côté, je vais choisir tel niveau, je vais mettre telle intensité, voilà. En sachant qu'il faudra attendre un certain temps avant de savoir si ça marche. Une nouvelle question dont je ne peux pas faire l'économie, c'est quels sont les risques. Nous, on a vu, on en voit peu. J'ai un exemple en tête d'une dame qui s'était fait opérer et qui, quelques mois après, avait perdu énormément en mobilité, en élocution. Il n'y avait pas la preuve que ça venait de là, mais il y avait quand même de fortes présomptions. Quels sont les risques au niveau de l'opération et peut-être après aussi au niveau des réglages ou de la vie du système qui est intégré je pense que c'est très intéressant de séparer les deux. Moi, souvent, je le fais avec les patients. Il y a les risques qui sont liés à la chirurgie. Les risques liés à la chirurgie et au geste en soi, on les connaît très bien puisque c'est les mêmes que la maladie de Parkinson. C'est exactement la même intervention. On fait la même chose, donc c'est quelque chose qu'on connaît bien. Donc, on connaît aussi très bien les risques et sur une grosse population. Donc, les risques, c'est comme toute chirurgie qui touche le cerveau, un risque que ça saigne, un risque que ça s'infecte. Ils sont quand même très faibles, on est genre de 2%, quelque chose comme ça, on est vraiment très très faible. Ça, c'est les principaux risques. On peut avoir aussi une crise d'épilepsie, hyperopératoire, enfin tous les risques qui font qu'on va faire une effraction dans la boîte crânienne, donc à partir du moment où on fait ça, il y a quand même des risques. Mais ça, ils sont assez faibles et ils sont bien contrôlés. En général, on n'a pas de problème. Après, il y a les risques qui sont liés au réglage en soi. Et ça, je dirais, l'avantage de ces risques-là, c'est que souvent, ils sont réversibles, puisqu'ils sont souvent liés à la stimulation. Donc, le premier risque, le premier effet indésirable qu'on a, c'est ce qui a été appelé l'hypomanie. C'est-à-dire les patients qui sont un peu trop joyeux, trop enjoués, qui ont plein d'énergie, qui ne sont pas dans leur état normal en fait. Immédiatement après les réglages ou là aussi avec un délai? Souvent c'est le jour d'après ou ça tarde pas. Voilà, ça se voit assez vite. Et là on sent que les personnes ne sont pas dans leur état normal, les proches le disent aussi, eux aussi le reconnaissent. Et là on règle, on change le réglage et ça s'estompe.
Et alors, il y a une question qui me vient. Tu as parlé d'une tablette. Est-ce que le patient a sa tablette? Est-ce que le patient peut... non, c'est que le ou la psychiatre. Normalement, ouais. Normalement, oui. C'est que le psychiatre qui peut faire les réglages. Je pense que c'est bien, honnêtement. Oui, sûrement, ouais. Je pense que c'est bien. Après, il y a dans certaines situations où on peut permettre aux patients de modifier dans des limites qu'on a choisies nous, qui ont été définies par le médecin, où on peut modifier un petit peu les réglages. Par exemple, on peut donner comme patient, aux patients comme consigne de dire vous augmentez un tout petit peu toutes les semaines ou tous les voilà. Mais ça se fait vraiment pas de façon standard, en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a des contre-indications chez certaines personnes qui, pour une raison X ou Y, leur métabolisme ou une autre raison, ne peuvent pas faire l'opération? Ouais. Alors, il y a en fait, je dirais que c'est plutôt des critères de non-inclusion dans les protocoles de recherche. C'est-à-dire que, puisque cette technique-là, elle est proposée uniquement dans des protocoles de recherche, on a à la fois les critères qui vont nous permettre d'entrer dans ce protocole. Donc si on a un TOC, on a vu sévère, un TOC résistant, il faut qu'on soit un adulte, il faut qu'on soit d'accord. Enfin voilà, il y a plein de critères comme ça. Et il y a aussi des critères qui font qu'on ne va pas pouvoir rentrer dans ce protocole. Et ça, je dirais qu'il y a deux types si on peut les distinguer en deux grandes familles, il y a des critères plutôt psychologiques. En général, c'est quand on a un TOC et une schizophrénie, par exemple, et un trouble bipolaire ou des problèmes d'addiction aux drogues, des gros troubles de la personnalité, c'est souvent ça. Et après, il y a des critères chirurgicaux, vraiment qui vont contre-indiquer la chirurgie. Alors soit si on a une lésion cérébrale, voilà, si on a une contre-indication par l'anesthésiste, si on a des problèmes de cœur, par exemple, qui vont faire dire mais on peut peut-être utiliser un défibrillateur, avec le stimulateur ça va poser problème. Si on doit faire des IRM de contrôle régulièrement parce qu'on a un anévrisme, je sais pas, enfin voilà. Donc là il y a des contre-indications comme ça, médicales, médico-chirurgicales. Mais qui sont explorées évidemment bien avant. On peut pas, il n'y a pas de chance de se retrouver à faire l'opération si on. Non. Donc normalement non. Justement, c'est aussi pour ça que ça prend du temps de rentrer dans l'opération, enfin d'aller jusqu'à l'opération, parce qu'on a aussi besoin de vérifier tout ça. Alors, quelques questions sur l'opération en tant que telle. Donc on dit qu'elle est invasive, tu dis qu'elle est risquée, mais de manière... c'est pas ni plus ni moins qu'une opération de neurochirurgie classique. C'est ça. C'est une opération qui dure combien de temps Alors, ça prend du temps, mais c'est pas spectaculaire. Parce que souvent on a tendance à dire plus c'est long, plus c'est grave. Donc est-ce que c'est douloureux? C'est pas forcément le cas. Alors déjà c'est sous anesthésie générale, donc c'est pas douloureux. Moi les retours des patients que j'ai eus, c'est que ils ont pas, au réveil ils n'ont pas eu mal ou alors très peu, et ça a été soulagé par des antidouleurs classiques. Donc il n'y a pas eu de gros soucis de douleur. L'opération elle prend du temps, parce que on veut être très minutieux dans nos calculs. Donc c'est pas forcément le geste en soi qui va prendre du temps, etc. C'est plutôt de se dire on veut être sûr de viser le bon endroit, puisqu'on est sur quelques millimètres, et donc on veut vraiment faire les choses comme il faut. C'est ça qui prend du temps. Et en fait l'opération... je sais pas, on peut se dire ça prend, alors ça dépend des cas, des situations. On va dire qu'on rentre au bloc à 8h du matin, on est descendu au bloc, en général en début d'après-midi on est dehors. D'accord. Ouais. Voilà. Et donc on parle quand je dis dehors, c'est en dehors de la salle d'opération. On n'est pas dehors à courir dans les rues de Paris. Non, bien sûr, évidemment. Non, mais c'est bien de préciser, ne serait-ce que c'est sous anesthésie générale. Ça paraît assez intuitif, mais c'est bien de le dire. Et donc on est dans le cadre de protocole de recherche. Ça veut dire que où est-ce qu'on fait ça? Alors déjà, j'imagine que quand la décision est prise, c'est pas le patient de lui-même qui décide où il va. Je crois savoir qu'il y a assez peu... Oui. De centres. Est-ce qu'il faut que le neurochirurgien soit spécialisé là-dedans, ou est-ce que n'importe qui peut le faire? Est-ce que c'est important que le neurochirurgien connaisse les mécanismes du TOC? Est-ce que comment Alors souvent c'est des équipes
C'est-à-dire que c'est dans les CHU déjà. En gros, en France, il y a l'Institut de neuromodulation à Sainte-Anne qui fait ça avec le professeur Domenech. Qui était à Créteil avant. Qui était à Créteil. Il y avait l'équipe du professeur Mallet justement à Créteil. Et il y a l'équipe de Grenoble qui fait aussi pas mal de stimulation. Il me semble qu'il y a Nice aussi qui en fait. Un petit peu. J'avais les 3 premiers Nice. Je sais qu'ils ont participé en tout cas à des protocoles de recherche incluant des patients comme ça stimulés. Donc déjà, c'est se renseigner dans un de ces gros centres comme ça. Et puis, ces gros centres, ils comportent des équipes pluridisciplinaires avec un psychiatre qui est spécialisé dans les TOC, qui est formé à la stimulation, puisque c'est lui qui fait les réglages, il faut qu'il sache un peu ce qu'il fait. C'est important. Et puis, qui travaille avec le neurochirurgien, puisque ils vont décider tous les deux d'opérer cette personne-là. Donc, il faut qu'ils soient d'accord, il faut qu'ils communiquent. S'il y a un problème, il faut aussi qu'on puisse communiquer après. Et ce neurochirurgien, il a été formé à cette technique, qui est quand même très particulière, qui fait partie de ce qu'on appelle la neurochirurgie fonctionnelle. Donc, c'est pas la même formation qu'on reçoit quand on apprend à opérer des tumeurs, par exemple, ou faire des anévrismes. Enfin, voilà. C'est très important de le dire. C'est qu'il y a relativement peu de centres, mais dans ces centres-là, les personnes on est sûr qu'elles sont expertes. Elles sont expertes dans ces domaines-là. Et c'est d'ailleurs ce qui les a permis d'être inclus dans les protocoles de recherche, c'est-à-dire de faire ces protocoles de recherche. Ouais, bien sûr. On choisit des équipes expertes. Ouais. Et c'est en revanche, la recherche des centres se fait à l'initiative du patient, c'est-à-dire que si un patient est quelque part en France avec un thérapeute TCC classique ou éventuellement avec un psychiatre et qu'il a décidé que ça vaut le coup de tenter, est-ce que c'est le psychiatre qui suit, qui va dire au patient, faire la mise en contact avec entre le patient et les centres, ou est-ce que c'est le patient qui prend l'initiative d'appeler Grenoble, Sainte-Anne? Oui, souvent ça peut être le patient qui en parle à son psychiatre traitant et qui ensuite communique le centre spécialisé. Souvent ça se passe comme ça. À Sainte-Anne, ils ont un centre de diagnostic comme ça, un centre expert TOC qui reçoit les patients TOC sévères et résistants sur demande du psychiatre traitant. Ouais. Voilà. Je pense que c'est mieux comme ça parce que aussi souvent le psychiatre a tout l'historique des médicaments et ça aussi ça nous aide. Donc ça se passe souvent comme ça. Après rien n'empêche le patient d'en parler à son professionnel. Oui, bien sûr. Alors question très concrète et je ne sais pas si tu as la réponse. Du coup, comme c'est un protocole de recherche, est-ce que c'est payant pour le patient et comment ça se... Non. Je sais pas si non. C'est pas payant. C'est pas payant parce que c'est un protocole de recherche. Alors oui. À partir du moment où on rentre dans un protocole de recherche, en tout cas cela, c'est gratuit. D'accord. Voilà. Ouais. Donc le patient n'a rien à payer, il n'y a pas ni la mutuelle, ni c'est pas grave même si vous n'avez pas de mutuelle. Oui, parce que ça rentre dans un protocole. Exactement. Donc ça va pas vous coûter. Oui, ça c'est important. Oui, je pense que c'est important de le dire. Une autre question, et c'est toi qui me l'as suggéré sur ta pratique, c'est apparemment il y a des patients qui ont peur que cette opération modifie leur personnalité. Ouais. Qu'en est-il? Et est-ce qu'il y a un risque que ça te modifie véritablement? C'est vrai qu'on me la pose souvent cette question. Moi, ce que je dis en général, c'est que si on entend par personnalité ce qui définit mes façons de me comporter, mes valeurs, mes centres d'intérêt, non, finalement, l'opération, elle ne va pas modifier ça. Par contre, il y a une chance qu'elle enlève les TOC, peut-être tout, peut-être en partie. Et dans ces cas-là, il y a une chance que ça modifie un peu ma vie. Ma façon de vivre, ma façon, peut-être mes relations avec les autres. Peut-être aussi que avant, le TOC, il prenait toute la place, il prenait le devant de la scène. Et là, maintenant, je vais me retrouver à avoir tout cet espace vide et à me dire, mais qu'est-ce qui, moi, me plaît? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que... finalement, lui, c'est mon copain, mais finalement, maintenant que j'ai plus de TOC, je trouve plus si intéressant. Donc, c'est très bouleversant. Mais alors ça, c'est pas très différent de quand tu peux faire des progrès aussi en TCC ou avec... ça modifie pas la personnalité, mais ça ouvre des perspectives que le TOC ne permettait pas. C'est pas le processus est le même. Je suis tout à fait d'accord. La seule chose, c'est que là, on est sur des personnes qui souvent ont eu des TOC très jeunes, très forts, très longtemps.
Et donc, c'est amplifié. Le phénomène est amplifié. La transition est plus C'est rude dur. parce que ça va, tu passes de rien à... Enfin, c'est ça, c'est dur. Ouais. Et là, c'est vrai qu'on disait qu'est-ce qu'il faut faire après la stimulation? Est-ce qu'on continue la thérapie? Moi, je pense que oui. Il n'y a pas de données qui montrent que... Enfin, il y a peu de données, papa. Il n'y a pas assez de données qui montrent que la TCC a un effet additionnel sur celui de la stimulation cérébrale profonde en ce qui concerne les TOC. Par contre, moi, je pense d'expérience que ça aide les patients quand même à savoir s'ils sont dans la bonne direction et que ça les aide aussi pour ces choses-là à se reconstruire sans le TOC, apprendre à vivre avec moins de TOC ou sans TOC. C'est aussi un travail, c'est aussi dur. Et voilà, donc on garde sa TCC, si on peut, et on garde ses médicaments. Il n'y a pas de contrainte d'effet, on peut très bien faire la stimulation et prendre les médicaments après. Il faut. Il faut. La plupart des psychiatres vous conseillent de garder vos traitements et de ne pas arrêter les traitements au moment de l'opération. Ouais. Et le suivi post-opération, c'est-à-dire le moment où tu dois faire les réglages, c'est très fréquent. C'est quoi la fréquence? Ouais, en fait... sachant qu'il faut plusieurs mois pour voir si ça marche ou pas. Il y a un délai. Après, c'est, on va dire, assez fréquent, en général, la première année. On va se voir assez régulièrement le temps qu'on trouve le bon réglage. Une fois qu'on a trouvé le bon réglage... On le maintient et c'est bon, d'accord. Après, on se voit régulièrement. On parlait de la pile, parce que des fois, il faut changer la pile. Bien que maintenant, on fasse aussi des systèmes de piles rechargeables. Je crois qu'Audrey disait que c'était fini maintenant, tu n'avais plus besoin. Il y en a certains chez qui on doit recharger encore la pile et d'autres chez qui on a des piles rechargeables et qu'on peut recharger à la maison. Mais en tout cas, ça n'empêche qu'il faut quand même venir voir son médecin au moins une fois par an quand on a ça. Oui, d'accord. C'est quand même mieux. Mais c'est pas toutes les semaines. Non. Non. Autre question très importante, est-ce que c'est réversible? Est-ce que si du jour au lendemain... déjà, est-ce que c'est réversible? Est-ce que tu peux te faire enlever les électrodes? Oui. On a le droit de se faire enlever les électrodes. Ça, il n'y a aucun problème à ça. Alors, en général, on se les fait enlever. Des fois, on n'a pas le choix quand il y a des problèmes d'infection. Mais sinon, oui, on peut demander en disant moi ce truc là ça marche pas, j'ai zéro effet sur mes TOC, je me sens pas bien avec ça. Oui, on peut se le faire retirer. Après, ça reste une intervention pour les faire retirer, c'est une chirurgie aussi, donc faut se dire, est-ce que vraiment je veux repasser au bloc opératoire pour me refaire enlever le matériel, ou est-ce que je peux aussi le laisser là et le laisser éteint? Et sur les quelques patients, les dizaines de patients qui sont passés, est-ce que les gens se font retirer dans la pratique, ou est-ce qu'on le sait? On le sait peut-être pas. De mon expérience à moi, les seules fois où on l'a fait retirer, c'est parce que ça s'était infecté. Quand l'opération a été... Ouais. Mais sinon, non. Moi, j'ai jamais vu. D'accord. Non, mais c'était simple question. Et... quid du risque de rechute? On en avait un petit peu parlé quand on s'était croisés au congrès, qu'on prépare un petit peu la vidéo. C'est, est-ce qu'il y a un risque de rechute une fois que tu as trouvé un réglage qui marche? Est-ce que, pour une autre raison, est-ce que tu n'as pas eu un déplacement du TOC, d'autres symptômes, d'autres thématiques qui peuvent arriver au bout de... Alors, normalement, non. Moi, j'ai pas vu trop de patients rechuter. Après, ce qui arrive, c'est qu'on peut avoir une augmentation des symptômes due à des modifications du contexte. Par exemple, il peut me rester un tout petit peu de TOC après l'opération. Et là, il va se passer quelque chose dans ma vie qui va venir toucher ma thématique de TOC et faire que ce qui reste va prendre un petit peu plus d'importance. Mais là, pour moi, c'est pas une rechute. C'est que le contexte est différent et donc on a une augmentation des symptômes. Et là, de ce point de vue, le témoignage d'Audrey est assez éclairant. Tout à fait. On est tout à fait dans ce cadre-là. Où elle a eu quelques années plus tard un événement qui est très déterminé, qui a déclenché une rechute, mais c'était ce reliquat de TOC qui, dans ce contexte-là, a fait que c'est reparti. Je pense qu'il faut... moi, c'est ce que je dis souvent à mes patients, pour le coup, que ce soit après une TCC, après un traitement médicamenteux ou après une stimulation. Si on a eu un TOC à un moment donné, on garde une petite fragilité.
Et c'est vrai que s'il y a un événement qui vient toucher spécifiquement ce point-là, bah oui, ça va augmenter le risque d'avoir les symptômes qui augmentent un peu. Mais après tout, on a aussi les armes qu'il faut pour le combattre, on sait ce qu'il faut faire, on sait qui il faut contacter, et on va peut-être pas attendre autant longtemps que ce qu'on avait attendu pour aller consulter la première fois, et on va s'en sortir. Bon, c'est important de le dire, un message d'espoir positif. J'ai 2 questions encore à évoquer avec toi. La première, c'est est-ce qu'on dit souvent que la TCC est le traitement curatif du TOC, parce que ça désincruste les mauvaises habitudes, que là où les antidépresseurs sont vus comme une béquille, et c'est pas péjoratif de dire ça, c'est une véritable aide. Est-ce que tu dirais que la SCP, c'est aussi un traitement curatif du TOC? Non. Non, mais là aussi, il faut dire ce qu'il en est. Bah, ça aussi, c'est important. Je pense que ça rentre aussi dans l'effet anti-baguette magique. Non, parce que déjà, quand on éteint le stimulateur, alors soit quand on le fait exprès dans les protocoles de recherche, soit quand on le fait pas exprès quand la pile tombe en panne, les TOC reviennent. Est-ce qu'ils reviennent plus fort qu'avant l'opération, ou est-ce que c'est à peu près à la même intensité Alors, c'est à peu près la même intensité de ce qu'on voit dans les protocoles, c'est-à-dire que le niveau de TOC remonte comme c'était avant. Après, j'allais dire dans la vraie vie, c'est difficile à dire parce que souvent les personnes où il n'y a plus de piles, ils vous contactent assez rapidement. Bien sûr. Ils attendent pas que ce soit pire. Bien sûr, évidemment. La dernière question que je voudrais te poser, c'est une question d'ouverture. On a parlé de la stimulation cérébrale profonde, donc une opération invasive. Il y a une autre chose qui vient beaucoup, c'est la RTMS. Donc c'est la stimulation magnétique transcrânienne. Voilà, exactement, qui est pour le coup une non-invasive. Qu'est-ce qu'on peut dire de la comparaison entre les deux? Si on peut en dire quelque chose à ce stade, est-ce que les études là aussi sont suffisamment mûres? Je dirais que le point commun, c'est que les deux vont agir pour moduler l'activité du cerveau. Donc les deux agissent sur le cerveau. Peut-être que le point commun s'arrête là. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, j'en vois pas. Il y a surtout beaucoup de différences. C'est-à-dire que la stimulation cérébrale profonde, c'est une opération. La stimulation magnétique transcrânienne, c'est à travers le crâne. Donc on ne touche pas à la peau du crâne. On n'ouvre rien du tout, il n'y a pas une goutte de sang. Ça passe à travers le crâne et on envoie des ondes magnétiques. Ensuite, ça fonctionne, la RTMS, sous un système de cure, c'est-à-dire qu'on vient à plusieurs séances de façon répétée. La stimulation cérébrale profonde, c'est une intervention. Après, oui, il y a des réglages, mais c'est pas une cure. Voilà. L'autre chose, c'est que, pareil, lié à la cure, la stimulation cérébrale profonde, on garde le dispositif et on le garde allumé tout le temps. La RTMS, c'est un moment une cure et après stop. Il n'y a pas les mêmes risques, forcément. Il y a plus de risques pour la stimulation cérébrale profonde que pour la RTMS. Donc ça, c'est pour tout le côté pratique, on va dire. Après, je dirais pour le côté résultat, c'est aussi important. Pourquoi? Parce que les gens vont se dire, s'il y a un qui est risqué, l'autre qui n'est pas risqué, les résultats sont les mêmes, je ne vais pas faire je préfère le pas risqué. Voilà. Côté résultat, autant la stimulation cérébrale profonde, on a toutes les études qui sont assez unanimes pour dire que ça marche, pas chez tout le monde, mais en tout cas ça marche de façon significative chez un certain nombre de patients. Autant la RTMS, les études sont beaucoup plus contrastées. On a du mal à dire si ça marche ou ça marche pas. Et moi, ce que je conseille souvent à mes patients, ce que je dis, c'est au pire, vous pouvez essayer. Vous aurez perdu du temps si ça marche pas. Et si ça marche, tant mieux pour vous. Voilà. Mais faut pas y aller en se disant c'est sûr que ça va marcher et alors si ça marche pas sur moi, ça veut dire que je suis vraiment résistant et que je suis foutu. C'est très important. Non mais c'est important. Oui, très important. Voilà. Ouais. Et nous, retour d'expérience groupe de parole dans toute la France, il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Pour le coup, contrairement à la SCP, il y a beaucoup de gens qui le font. Dans le meilleur des cas, ça a des effets. Dans le pire des cas, ça n'a pas d'effet, mais il n'y a pas d'effet secondaire particulier. Les gens ne font pas remonter ça. Donc, il n'y a pas grand-chose à perdre. Il n'y a pas de catastrophe. Oui, c'est ça. Au pire, on a perdu du temps. Voilà. Mais ce qui est le plus grave, c'est de perdre espoir. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez résisté à la RTMS que vous avez forcément un TOC résistant et que rien ne va marcher chez vous. Mais c'est très important de le dire.
Je suis arrivé au bout de ma liste de questions. Est-ce que tu veux le mot de la fin? Je te laisse si tu veux voilà, une conclusion sur... Moi, je dirais que le mot de la fin, on a le droit de parler au psychiatre. On a le droit de parler, ouais, bien sûr. D'ailleurs, c'est important de le dire, nos vidéos sont vues autant, enfin, plus par les personnes concernées, les malades et leurs proches, aussi par les psychiatres et les psychologues. Moi, je dirais que ce qui est important et ce qu'on voit le plus en consultation, c'est qu'il ne faut pas rester des années avec un traitement qui ne marche pas. Et quand je dis traitement, c'est soit une TCC, soit un traitement médicamenteux. On ne reste pas des années comme ça, avec son TOC très sévère, et en se disant « Ah bah oui, je continue à prendre ma clomipramine ou ma fluoxétine, et voilà, et je continue de voir mon thérapeute, même si ça ne marche pas. » Donc, si c'est ça, eh ben, on se dirige vers le centre de Sainte-Anne, par exemple, ou à Grenoble, et on essaye d'aller toquer au cabinet des centres experts, et puis d'essayer de trouver des solutions. Et y compris pour nos collègues psychiatres, n'hésitez pas à envoyer des patients comme ça, si vous ne savez pas. Quelquefois, on peut aussi recevoir, à Sainte-Anne, on fait ça notamment, on reçoit les patients, on voit tous les médicaments qu'ils ont eus, ils sont vus par un psychiatre spécialisé qui envoie des recommandations. Et là, le psychiatre peut changer en fonction des recommandations du professeur. Ouais. Donc je pense qu'il y a... Voilà, faut pas lâcher. Je dirais que c'est mon mot de la fin. Faut pas lâcher et il faut pas rester comme ça. Bah, très bien, j'espère que ce message sera entendu. Merci beaucoup Anne-Hélène pour ces explications extrêmement éclairantes et ça ira en complément du témoignage d'Audrey, je pense qui illustre bien tout ce qu'on s'est dit. Donc merci d'avoir mis les choses au point sur ce sujet. Avec plaisir.